Bonjour Laurie Técher, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre livre « Ma vie sans cancer » qui retrace votre parcours une fois que vous avez découvert que vous étiez porteuse du gène BRCA2 et sur le cancer de votre maman. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, d'où est né ce projet ? Alors, oui, merci. Moi, du coup, je suis entrepreneuse dans le secteur du care, du bien vieillir notamment. Et à côté, du coup, je suis autrice. Et j'ai, en fait, à un moment donné, effectivement, dans mon parcours de vie, il se trouve que j'ai fait le choix d'avoir des opérations importantes dont je vous parle après et dont je parle dans le livre. Et c'est vraiment au moment au matin de mon opération où j'ai ressenti le besoin, pas de prendre des notes pour me souvenir de ce qu'il allait se passer, un peu comme du journaling, etc., mais vraiment d'écrire ce qui se passait dans le but après de partager mon histoire et mon témoignage. Donc effectivement, dans votre livre, vous partagez la succession d'événements qui ont conduit à votre décision de recourir à une mastectomie. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur les événements avant ça, notamment avec le cancer de votre maman, qui se bat contre la maladie depuis plus de près de 15 ans, je crois. Oui, c'est ça, 14 ans. En fait, dans le cancer du sein, on le sait. Alors, voilà, l'hérédité compte. La génétique peut compter. En 2007, on n'en parlait pas de la génétique. Donc, effectivement, ma maman a eu un premier cancer du sein en 2007, qui a été lourdement traité, mais qui s'est néanmoins traité. Enfin voilà, il y a eu un an de traitements différents. Et puis, rémission totale, donc tout va bien, pendant 7 ans. Et c'est en 2014 qu'elle a fait une récidive. Et 2014, là, les choses avaient quand même un petit peu bougé, au-delà de l'évolution de la médecine. Mais vraiment, ce qui était très différent, c'est que Angelina Jolie avait parlé, elle, du coup, en 2013, de sa propre mutation génétique et des opérations qu'elle avait subies. Et en 2018, ma maman s'est fait tester. On a eu des résultats en 2019 et moi, du coup, à ce moment-là, j'ai pu me faire tester également avec ma sœur. Donc, à travers ces pages, vous parlez des liens que vous entretenez avec votre famille et qui semblent vraiment forgés tant par l'amour qui vous unit que par les épreuves que vous avez traversées ensemble. Comment ils ont accueilli votre envie de raconter votre histoire ? Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'en fait, pendant l'écriture, je l'ai dit à très très peu de monde. Donc dans ma famille, à part mon mari et ma sœur, je l'avais pas dit à mes parents. Et donc notamment, je l'ai pas dit à ma mère. Parce que je savais pas si elle aurait vraiment envie ou pas, voilà. Donc voilà. Mais j'ai aussi, à ce moment-là en tout cas, j'ai essayé d'anonymiser le plus possible. D'ailleurs, à aucun moment en fait, on voit le prénom de mes parents. Ils s'appellent papa et maman. Donc voilà. Et moi-même, du coup, j'ai pris un prénom d'emprunt dans le livre, dans l'idée que peut-être je le publierais sous un nom de plume plutôt que sous mon véritable nom. Mais quand je leur ai dit, en fait, vraiment, ils ont été hyper fiers. Ils l'ont lu en, je sais pas, 2 jours, parce que mon mari et ma sœur lisaient au fur et à mesure. Mais mes parents, ouais, l'ont lu, je pense, en 2 jours. Et la réaction de ma maman a vraiment été incroyable. À ce moment-là, elle était à l'hôpital. Et là, elle m'a dit, ah mais en fait... elle a fait un parallèle, en fait, entre son vécu de la maladie et mon vécu ça faisait quasiment 1 an en fait que j'étais dans mon parcours opératoire et voilà, il y a eu vraiment quelque chose de très fort au moment de cette annonce, on va dire, que j'avais écrit un livre et que je lui ai remis le manuscrit. Et elle m'a notamment dit, mais tu vois cette phrase qui se trouve à peu près, on va dire, dans une grosse moitié du livre. Elle m'a dit, ça c'est ta dernière phrase, ça tu dois terminer ton livre comme ça. Et effectivement, elle avait raison en fait. C'est comme ça que j'ai terminé le livre. J'ai modifié des choses dans le livre, mais ça c'est un parcours classique. Mais en tout cas, la phrase, la toute dernière, c'est celle qu'elle m'a conseillé de mettre à cet endroit-là. La première fois que la maladie de votre mère vous met face à la mort, c'est à travers sa compagne de chambre, Véronique. Et vous dites dans votre livre que son histoire reste gravée en vous. Comment avez-vous abordé ça à l'époque avec votre mère ?
ça avait été très dur parce que pour elle, et pour nous aussi, mais elle était dans une clinique où quand on met les gens par chambre de 2, c'est que tout va bien et qu'on peut s'entraider, etc. Quand on vous bascule dans une chambre simple, c'est que c'est la fin. Et à un moment donné, ma mère est dans son lit, Véronique est dans son lit, et on est là toutes les deux avec ma sœur. Et je sais pas ce qui se passe, il y a des machines qui se mettent à biper dans tous les sens. Enfin, voilà, l'équipe médicale qui arrive en courant, etc. Et là, ils changent Véronique de chambre. Donc voilà. Et donc on savait tous. Donc Véronique part en pleurant, ma mère se met à pleurer. Pour nous, c'était hyper dur. Et les soignants qui essayent de lui dire non, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Sauf qu'en fait, on savait tous. Donc voilà. Donc c'est pas du tout ce qui se passe partout, hein, mais en tout cas, c'était le fonctionnement de cette clinique qui était incroyable. Enfin, des médecins incroyables qui ont suivi ma mère jusqu'à la fin. Je veux dire hospitalisée, pas hospitalisée et tout. Et Véronique, elle est décédée d'un cancer des ovaires. Ce que ma mère n'avait pas. Elle n'a jamais eu de cancer des ovaires. Mais en fait, c'est vrai que moi, ce qui a été... donc c'est très très dur pour ma mère parce qu'elle était à ce moment-là pas très... Enfin, au plus mal, mais pas aussi mal que Véronique. Donc de perdre quelqu'un avec qui elle s'était vraiment liée d'amitié, c'était très très dur pour elle. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'est resté parce que je me suis dit, mais si un jour ça m'arrive, moi, je veux pas finir comme ça, quoi. Donc, sachant que ça, c'est 2019, on sait que ma mère est porteuse, mais moi, je le sais pas encore. Donc c'est quand même effectivement ce qui a peut-être un peu précipité qu'après je fasse mes tests génétiques et ce qui m'a aidé sans doute dans la rapidité des prises de décision. Vous décidez avec votre sœur de vous faire tester pour le gène BRCA2 et chacune vous avez une manière un peu différente d'aborder l'examen, puis d'attendre des résultats. Ensuite vous avez la réaction de vos parents que vous décrivez comme étant sidérante. Comment vous avez procédé à la retranscription de ces instants qui ont en fait changé le cours de votre vie, au-delà de déjà la maladie de votre mère qui se présente depuis un moment? Tout le livre, déjà il n'y a pas d'invention, c'est la pure réalité. Rien n'est enjolivé. Voilà, il y a des choses que je n'ai pas dit, donc on ne parle pas de tout dans le livre. Néanmoins, c'est vrai. Et j'ai essayé en fait d'avoir une retranscription la plus fidèle possible à la réalité de mon ressenti. Et ça c'est important parce que mon ressenti n'est pas forcément celui de ma maman à ce moment-là, celui de ma sœur aussi. Donc voilà, donc ça a été vraiment important pour moi. Et la manière dont j'ai voulu le retranscrire, c'est simplement en fait, pour que ce soit accessible à tous. J'ai volontairement pas écrit dans une forme très très littéraire parce que j'avais pas envie de traiter ça pour que ça ne s'adresse qu'à certaines personnes. Je voulais vraiment que n'importe qui puisse prendre ce livre, le comprendre dans des termes très très simples d'une personne lambda, pas de quelqu'un qui est médecin lui-même, donc pas de termes trop techniques. Donc voilà, donc ça c'était vraiment important. Et l'autre chose que j'ai essayé de retranscrire, c'est que moi, ça c'est un parcours de vie qui est jonché de haut et de bas, mais surtout de haut. Alors ça, c'était pas un haut. Mais en tout cas, globalement, j'avais envie qu'on sente aussi la légèreté de la vie en général. Donc voilà, c'est plutôt un livre qui est quand même très optimiste. Donc voilà, je peux pas dire qu'il est pas lourd par certains côtés, mais je pense qu'on passe vraiment du rire aux larmes du coup. Et c'était vraiment un des objectifs pour moi. Vous avez commencé tout un processus quand vous avez appris que vous étiez porteuse du gène. Vous avez rencontré le professeur Lantieri qui a beaucoup milité pour que ces patientes soient prioritaires dans les opérations chirurgicales durant la crise Covid et les confinements parce que ça n'était pas le cas. Non. Et il a par ailleurs signé la préface de votre livre. Comment vous qualifieriez son travail et l'accompagnement dont vous avez bénéficié avec lui? Alors, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Anaïs, qui était BRCA, je ne sais pas lequel, mais qui avait une mutation génétique comme moi, qui aurait dû se faire opérer pendant le premier confinement. Opération non obligatoire, hop, reportée, etc. Au moment vers septembre, elle aurait dû finalement se faire réellement opérer, donc septembre 2020. Et en fait, on fait un IRM avant. Et à l'IRM, du coup, quelque chose de suspect, elle avait développé entre-temps un cancer du sein. Là, il est clairement monté au créneau, le professeur Lantieri, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Et en fait, moi, cette Anaïs
mais merci en fait. J'ai juste envie de lui dire merci. Je l'ai déjà croisé dans les salles d'attente, etc. Voilà, c'est pour moi, on s'est écrit aussi sur Instagram par exemple. Malheureusement, ce qui lui est arrivé à elle a servi positivement à beaucoup d'autres en fait, par la voix du professeur Lantieri. Ça c'est vraiment une première chose. Et ensuite lui, moi, je le connaissais comme quelqu'un qui faisait des prouesses médicales. La greffe complète du visage au monde, c'est lui qui l'a fait en premier. Donc voilà, donc franchement, qui s'intéresse à des reconstructions mammaires que, à ce moment-là, j'apparentais un peu à de la chirurgie esthétique, ça me paraissait fou. Néanmoins, c'était le meilleur, donc je me suis dit, ok, je vais le voir et on verra bien. Et en fait, je me suis trouvée en face de quelqu'un de profondément humain, que moi j'ai trouvé très empathique. Et en tout cas, entre lui et moi, ça a fonctionné. Alors, j'entends d'un point de vue strictement patient, soignant. Donc voilà, mais le discours qu'il avait, c'était tout à fait le genre de discours auquel moi j'adhère, etc. Il m'a rien caché, il n'a rien omis, il m'a présenté toutes les techniques de reconstruction, y compris celles qu'il n'aime pas. Du coup, chaque chirurgien a quand même ses préférences, y compris la reconstruction à plat. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans mon cheminement de patient. Donc voilà. Et le jour où je lui demande, du coup, de faire ma préface, j'étais hyper stressée de lui demander. Et en fait, il n'a pas réfléchi, quoi. Il a dit oui du tac au tac. Donc voilà. Et ensuite, quand je lis, il y a quelques mois, quand je lis les mots exacts qu'il m'a écrits pour cette préface, franchement, je suis extrêmement honorée, du coup, de ce qu'un grand homme comme ça, du coup, a pu écrire à mon sujet et qu'il ait, voilà, vu le côté message d'espoir, etc., que j'avais envie de faire passer. Vous parlez justement aussi de toutes les relations que vous avez dans le corps médical, que ce soit votre gynécologue, donc le professeur Lantieri, toutes les personnes qui vous ont accompagné, vous ou votre maman, dans tout ce processus. Mais du coup, il y a aussi tout le personnel médical que vous avez connu durant votre hospitalisation, alors que c'était une période pas facile. Comment ça s'est passé avec eux à ce moment-là? En fait, mon intervention, elle a été pendant la période d'hospitalisation, le pays a été reconfiné pour la deuxième fois. Donc c'était en octobre 2020. Mais en tous les cas, ça faisait déjà plus de 6 mois qu'ils étaient dans cette période ultra intense qui était le Covid. À l'intérieur, ça se voyait pas. Ultra dévoués aux petits soins, parfois bousculants aussi. Voilà, quand il fallait se lever pour marcher, par exemple, alors que on vient d'être opéré, pour nous aider à regarder les cicatrices, par exemple, qui sont encore plein de points de suture et tout. Enfin voilà. Mais en fait, j'ai vraiment découvert des gens exceptionnels. Mais je pèse mes mots. Hein. C'est vraiment, enfin voilà, il y en a un, pas en particulier, mais il y en a un dont je me souviens. Je veux dire, à un moment donné, au bout de 5 jours passés dans une salle de réveil, parce que Covid, hein, donc il y avait des conditions à l'hôpital particulières, qui m'a proposé de faire ma toilette. Chose que, je sais pas, genre une semaine avant, j'aurais dit non mais jamais de la vie, en fait c'est hyper humiliant, mais pas du tout, c'était juste un geste d'humanité, je pouvais pas le faire moi-même. Justement sur votre opération, donc vous avez choisi de subir une mastectomie. Ça a été une décision qui a été assez rapide à prendre pour vous, Oui. ce que vous dites dans votre livre. Contrairement à l'ovariectomie, est-ce que, en tant que femme, mais aussi en tant que mère, parce que vous dites que vous n'êtes pas prête à prendre une décision aussi radicale, quels seraient vos conseils à vos pères dans de tels moments? Le premier conseil, c'est que quand on a la chance de savoir, ça permet de choisir. Donc, on fait pas l'autruche. Voilà, je suis pas là pour dire à une femme qu'elle doit faire tel ou tel choix. Je suis encore moins là pour dire de se faire reconstruire à tout prix par le DIEP comme j'ai fait, ou des prothèses, ou de rester à plat. C'est pas le sujet du tout de mon livre. Le sujet, c'est de dire, vous savez, donc faites en sorte que ça vous arrive pas. Soit vous faites une chirurgie préventive, soit vous vous faites suivre pour que ce soit pris le plus tôt possible si jamais un début de cancer arrivait. Et sur la période que vous avez passée à l'hôpital, donc la convalescence n'a pas été de tout repos entre le moment où vous sortez d'opération jusqu'à retour chez vous. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces moments qui ont été douloureux dans votre chair, mais aussi dans votre esprit? En fait, moi je suis partie pour une opération de 10 heures, un peu la fleur au fusil, franchement. Je me suis dit, d'ailleurs, on le voit vraiment dans le livre, hein, je pars au bloc et en gros,
je devais passer 10 heures au bloc et ensuite toute la nuit en observation en salle de réveil et remonter en gros le lendemain matin à 8 heures, quoi. Bon, c'est pas trop ce qui s'est passé. Du coup, je suis restée 5 jours dans cette salle de réveil. Je suis retournée au bloc pendant ces 5 jours. Voilà. Ça a été hyper dur. Les 10 heures en fait sur la table d'opération font que du coup les poumons sont au repos, à l'arrêt, je sais pas exactement quel est le bon terme. Du coup du coup j'ai une atelectasie, c'est un affaissement des poumons qui en soi est quelque chose, d'après ce que j'ai compris maintenant, de normal. Et ce qui est normal aussi, c'est qu'ensuite les poumons reprennent petit à petit leur forme et leur capacité du coup respiratoire. Et moi en fait c'est là où ça n'a pas fonctionné, c'est que mes poumons, ils n'ont pas repris la taille qu'ils devaient reprendre dans le délai où ils auraient dû le reprendre. Donc en fait, ça nécessitait d'être sous oxygène de manière intensive à un taux qui n'est gérable que par en fait l'équipe de anesthésie réanimation. Donc c'est ce qui a nécessité que je reste sans doute dans des soins intensifs dans une période normale. Mais là, les soins intensifs étaient Covid, les réa étaient Covid, les urgences évidemment étaient Covid. Donc la salle de réveil était une salle de réveil plus des urgences non Covid de toute l'Île-de-France. Je me souviens d'avoir vu le SMUR du 77 passer devant moi à l'hôpital Pompidou qui est dans le 15e, donc on est juste à l'opposé. Donc ça a été vraiment effectivement quelque chose de très difficile et ce qui a rendu ma convalescence ensuite à la maison plus compliquée, puisque là j'avais désormais une pathologie pulmonaire, donc je suis rentrée, je veux dire, j'étais pas malade, je ressors avec une pathologie pulmonaire en plein Covid. Et donc on m'avait dit, soit vous partez 3 semaines en maison de repos, soit vous allez chez vous, mais alors vous vous confinez de chez confiné. Et en même temps, on entendait parler, évidemment, où on voyait, on savait si on en avait autour de soi, des maisons de retraite, du coup, qui finalement, en confinant les personnes âgées, ont aussi vécu en vase clos, parfois avec le virus au sein de la maison de retraite. Donc j'ai franchement fait l'analogie entre la maison de retraite et la maison de repos. Donc j'avais pas du tout envie de ça. Ça faisait déjà 2 semaines quasiment que j'avais pas vu mes enfants. Moi, je voulais rentrer, quoi. J'ai pas envie de passer encore 3 semaines quelque part. Donc j'ai choisi de rentrer et de me confiner. Mais oui, c'est sûr, ça a été difficile. Le jour où je rentre à la maison et où mon petit garçon d'1 an et demi veut me sauter dans les bras parce qu'il m'a pas vu depuis 2 semaines, en fait, j'ai fait ça pour que surtout il me touche pas. Parce qu'en fait, là, j'ai 47 cm, enfin, j'ai 1m13 de cicatrices au total. Du coup, en gros, de là à là, j'avais trop peur qu'il me fasse mal. Donc voilà, donc ça a été dur pour eux, particulièrement pour le petit, et effectivement, ça a été dur pour moi. Après, par contre, ils étaient trop mignons parce qu'en fait, ils m'emmenaient marcher tous les jours à 10 minutes. Je ne pouvais pas le faire seule, mais avec eux c'était suffisant. C'était juste si je tombais, il fallait que quelqu'un puisse aller chercher des secours en fait, voilà. Et donc bon, ça a été une période effectivement un petit peu compliquée. Mais ça demande une énergie qui justement en fait, à travers les pages que vous avez dédiées à votre mère dans votre livre, parlez d'elle comme une force de la nature, une battante. Et vous concluez même en disant qu'elle mène un combat de lionne contre la maladie. Est-ce que vous pensez que c'est justement de son combat à elle que vous avez tiré cette énergie et ce courage pour franchir cette étape qui était un long chemin pour vous? En fait, ça a aussi été un long chemin pour moi d'accepter ça, ce discours-là. C'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu au début. Mais par contre, c'est ce que tout le monde me disait. Et je me disais, mais arrêtez de me dire que je suis courageuse parce que moi, c'est rien par rapport à ce que les personnes qui souffrent d'un cancer et qui ont des chimios hyper lourds ou de la radiothérapie, etc., vivent. Donc, j'avais un peu un sentiment d'imposture par rapport à ça. Aujourd'hui, effectivement, je sais que ma force, je la tire de la sienne, c'est sûr. Donc, voilà. Et aujourd'hui, donc vous êtes 4 ans après avoir découvert que vous étiez porteuse du gène BRCA2. Comment vous abordez l'avenir sans cancer ? Sereinement. Voilà, pour moi, il n'y a plus d'épée de Damoclès, parce que c'était vraiment ça. Du coup, j'ai très très peu de risques de développer un cancer du sein. Le risque zéro n'existe pas, mais il est de l'ordre de 2-3% pour moi quand une femme a 12% de risque, donc c'est moins. Voilà, pour moi, c'est moins. J'ai plus d'ovaire non plus ni de trompe, donc pas de risque. Alors là, pour le coup, c'est risque zéro sur le cancer de l'ovaire. Il y a le cancer de la prostate, du pancréas et le mélanome, dont on parle pas, mais qui sont aussi à risque pour moi. Il y en a pas dans ma famille, donc il y a
pas de raison particulière de s'inquiéter par rapport à ça. Donc voilà. Et en fait, ce que je ne suspectais pas, c'est que finalement, en faisant ces opérations, ma vie allait changer. Elle a changé au début, mais elle a changé ensuite durablement aussi. Mais finalement, il y a eu des périodes difficiles, mais c'est la vie, quoi. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de positif. J'ai changé d'orientation professionnelle, changé de vie tout court, en fait. Donc voilà. Et je vis plus je vis plus l'instant présent. Je profite davantage de mes enfants, encore qu'avant. Enfin, voilà, c'est différent. Et surtout, j'essaye de pas penser au côté génétique et transmission à mes enfants, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, franchement, je vais pas me stresser comme ça toute ma vie jusqu'à savoir. Donc voilà, ça va juste être néfaste pour moi et sans doute pour les gens qui m'entourent. Ensuite, les dés sont jetés. Hein. En fait, dès la conception d'un bébé, ce gène-là, tout le monde l'a. Donc soit ils ont pris le mien, soit ils ont pris celui de leur père. Bon, j'espère fort qu'ils ont pris celui de leur père, tous les trois. Donc voilà. Et en plus, on ne peut pas tester en France les enfants avant 18 ans. Et on recommande d'attendre 23, 24, 25 ans pour qu'ils aient une maturité quand même suffisante, sachant que chez mes fils, il y aura juste un suivi et on peut rien faire d'autre. Et pour les femmes, du coup, effectivement, ma fille pourra, si elle était porteuse, elle aura des choix à faire. Clairement, elle aura des choix à faire. On verra d'ici là.